Je m'appelle Nora Bennett Mercer. J'ai 32 ans. Je travaille dans le service de paix d'un réseau de santé régional. Et quand cela s'est produit, j'étais enceinte de 7 mois de mon premier enfant. La nuit où mon mari m'a forcé à sortir de notre maison, la neige tombait si fort que je pouvais à peine voir le bout de l'allée. Je me tenais pieds nus sur le porche d'entrée, en leggings de maternité et avec un léger pull, un bras enroulé autour de mon ventre et l'autre martelant la porte qu'Ethan venait de me claquer au nez. Ethan, ouvre la porte. Le vent a englouti la moitié de ma voix. À travers le bois, j'ai entendu Vivien, ma belle-mère, ne la laisse pas rentrer. Mon manteau était suspendu à 2 mètres de là, dans le placard de l'entrée. Mes bottes étaient juste en dessous. Mes clés et mon téléphone étaient également à l'intérieur, car Ethan les avait pris avant de poser ses mains sur mes bras et de me pousser de force de l'autre côté du seuil. La température était en dessous de 0. La neige s'accumulait sur mes cheveux et fondait contre mon cou avant de devenir douloureusement froide. « S'il te plaît » ai-je crié, « pense au bébé. » Pendant plusieurs secondes, rien ne s'est passé. Puis une lampe s'est allumée dans la pièce de devant. Nos rideaux ont bougé. Ethan est apparu derrière la fenêtre. Il m'a regardé directement. Vivien se tenait à ses côtés, une main posée sur son bras. Ni l'un ni l'autre n'a fait un geste vers la porte. Aucun d'eux ne semblait surpris de me voir lutter. Ma fille a bougé en moi, un mouvement lent sous mes côtes. J'ai pressé mes 2 mains sur mon ventre, essayant de la protéger d'un froid qui traversait déjà mes vêtements. J'avais passé 5 ans à croire qu'Ethan nous protégerait. Debout sur ce porche, j'ai réalisé qu'il attendait que je sois assez effrayé pour céder. Je me suis approché de la fenêtre. Ethan, je ne sens plus mes pieds. Son visage s'est transformé. Pendant une brève seconde, l'homme que j'avais épousé a semblé comprendre ce qu'il faisait. Sa main s'est levée vers le couloir. Vivien a resserré sa prise sur son bras. Elle a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre à travers la vitre. Ethan a regardé sa mère. Puis il m'a regardé à nouveau et s'est dirigé vers la porte. Le soulagement m'a envahi si rapidement que mes genoux ont failli fléchir. J'ai posé ma main sur le cadre et j'ai attendu que la serrure tourne. Elle a tourné, mais dans le mauvais sens. Le peine dormant s'est enclenché avec un lourd clic métallique. Ethan n'était pas venu me laisser entrer. Il était venu s'assurer que j'étais bien verrouillé à l'extérieur. J'ai fixé la porte, incapable de réaliser ce que je venais d'entendre. Ce peine dormant avait autrefois représenté la sécurité. Ethan l'avait installé après notre achat de la maison et m'avait promis que j'y serais toujours protégé. À présent, il l'utilisait pour m'enfermer dehors avec sa fille à naître. J'ai essayé de frapper à nouveau, mais mes mains étaient devenues raides. Ma voix s'est affaiblie. Le porche a vacillé sous mes pieds, et une vive contraction a traversé mon abdomen. J'ai attrapé la rampe. À l'intérieur, 2 silhouettes restaient derrière la fenêtre. Ils regardaient toujours. C'était la partie dont je me souviendrai le plus clairement par la suite. Pas le vent, pas la neige qui s'insinuait entre mes orteils, ni même la peur qu'il arrive quelque chose à mon bébé. C'était le fait qu'ils m'avaient vu tomber. Ils avaient eu toutes les occasions d'ouvrir la porte. Ils ont choisi de ne pas le faire. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Je suis tombé contre les marches du porche, une épaule s'enfonçant dans la neige. La fenêtre s'est troublée jusqu'à ce que sa chaude lumière jaune ne devienne qu'une lueur informe. La dernière chose que j'ai vue avant de perdre connaissance a été Vivien fermant le rideau. Mais ce ne fut pas la dernière fois qu'ils me virent à cette porte. Avant l'aube, je suis revenu sous escorte policière. Je portais encore un bracelet d'hôpital, et à mes côtés se tenait un homme qu'Ethan croyait mort depuis 18 ans. Au moment où Ethan a ouvert la porte et l'a reconnu, toute couleur a quitté son visage. Vivien a hurlé. Avant d'expliquer ce qu'il voulait que je signe ou qui était réellement l'homme à mes côtés, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et aimez cette vidéo. Les histoires comme la mienne comptent parce que trop de cruauté survit derrière des portes closes quand tout le monde détourne le regard. Pour comprendre comment mon mariage en est arrivé à ce porche, je dois vous ramener 2 semaines en arrière. Le plus difficile à admettre est qu'Ethan ne m'avait pas toujours traité comme une ennemie. Quand nous nous sommes rencontrés 7 ans plus tôt, il était chaleureux, drôle et presque douloureusement attentionné. Il se souvenait de la façon dont je prenais mon café. Il m'appelait quand il disait qu'il le ferait. Quand ma voiture est tombée en panne pendant notre 2e hiver ensemble,
il a passé une nuit entière à la réparer sur un parking glacial parce que j'en avais besoin pour le travail le lendemain matin. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard. Il y a 4 ans, nous avons acheté ensemble la maison à Duluth. La majeure partie de l'apport provenait de l'argent que ma mère m'avait laissé à sa mort, mais je ne l'ai jamais considéré comme ma maison. C'était la nôtre. Le jour de notre emménagement, Ethan a remplacé l'ancienne serrure de devant par le lourd pêne dormant en laiton. Il m'a tendu la première clé et m'a promis que je serais toujours en sécurité derrière cette porte. Je l'ai cru. Peut-être avais-je besoin de le croire. J'avais perdu ma mère à 21 ans, et après cela, j'avais gardé une peur sourde que chaque famille puisse disparaître si je ne parvenais pas à la maintenir unie. Cette peur m'a rendu patiente. Elle m'a rendu indulgente et, finalement, elle m'a fait ignorer des choses que j'aurais dû affronter bien plus tôt. Vivien a emménagé 9 mois avant la tempête, après la rupture d'une canalisation dans son appartement en copropriété. Ethan a dit qu'elle aurait besoin de la chambre d'amis pendant quelques semaines. Au début, je l'ai accueillie chaleureusement. Vivien savait à quel point ma mère me manquait. Elle venait aux rendez-vous prénataux quand Ethan était occupé. Elle cuisinait quand j'étais fatigué. Elle me disait qu'elle avait toujours voulu avoir une fille. Mais son appartement a été réparé, et elle n'est pas partie. Au lieu de cela, son courrier a commencé à arriver à notre adresse. Ses vêtements se sont propagés du placard de la chambre d'amis vers le couloir. Elle a réorganisé la cuisine, a pris en charge les dossiers commerciaux d'Ethan et a commencé à répondre aux questions que je posais à mon mari. Le temps que je comprenne que Vivien n'était plus une invitée, elle était déjà impliquée dans chaque décision au sein de notre foyer, et Ethan avait cessé de prendre la moindre décision sans elle. Au début, je me disais que c'était temporaire. Vivien s'y connaissait en comptabilité. L'entreprise de rénovation d'Ethan devenait plus complexe. J'étais enceinte, fatiguée et reconnaissante que quelqu'un d'autre accepte de gérer les factures qu'il continuait de rapporter à la maison. Mais Vivien ne s'est pas contentée d'organiser ses comptes. Elle filtrait l'information. Si je demandais à Ethan si un client avait payé, Vivien répondait. Si je demandais si nous pouvions nous offrir les meubles de chambre de bébé que nous avions choisis, elle disait que nous devions faire attention. Quand je demandais pourquoi Ethan travaillait plus tard tout en rapportant moins d'argent, elle me rappelait que la construction avait des saisons imprévisibles. Ethan la contredisait rarement. Un soir, je suis entré dans la cuisine et je les ai trouvés assis devant son ordinateur portable. Des reçus et des relevés bancaires couvraient la table. Dès qu'ils m'ont vu, Vivien a fermé l'ordinateur. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Des affaires » a-t-elle répondu. J'ai regardé Ethan, « C'est à toi que je pose la question. » Son visage s'est crispé. « Maman m'aide à régler un problème de trésorerie. » Quel genre de problème? Quelque chose que je gère. Vivien a commencé à rassembler les papiers. « Tu as assez de soucis avec le bébé ?» a-t-elle dit. « Laisse Ethan subvenir aux besoins de sa famille. » Cela semblait attentionné, jusqu'à ce que je remarque qu'elle n'avait pas répondu à ma question. 2 matins plus tard, un email est arrivé d'un prêteur avec lequel je n'avais jamais traité. L'objet me souhaitait la bienvenue sur mon nouveau compte de marge de crédit hypothécaire. J'ai cru que c'était de la publicité, jusqu'à ce que je voie les 4 derniers chiffres de l'adresse de notre propriété et une limite de crédit de 74 000 $. Mon nom apparaissait à côté de celui d'Ethan. J'ai ouvert les documents joints. Quelqu'un avait soumis une copie de mon permis de conduire, mes informations d'emploi et une signature électronique qui ressemblait presque à la mienne. Presque. La boucle finale de mon nom de famille s'incurvait dans le mauvais sens. C'était le genre de détail qu'un inconnu ne remarquerait pas. Mais mon mari, si. J'ai appelé le prêteur depuis mon bureau au travail. La représentante m'a demandé de vérifier la date à laquelle j'avais autorisé la demande. Je n'ai rien autorisé du tout. Il y a eu un silence. Elle m'a transféré au service des fraudes. Au moment où l'appel s'est terminé, le compte avait été gelé. La spécialiste m'a averti que la majeure partie de l'argent disponible avait déjà été transférée, mais que le prêteur tenterait d'arrêter les retraits restants. Elle m'a également prévenu que, comme Ethan était copropriétaire de la maison, la situation pourrait être traitée comme un litige conjugal, à moins que je ne soumette une déclaration sous serment de fraude. Je me suis assise à mon bureau, fixant la signature falsifiée. Cette maison contenait la majeure partie de l'argent que ma mère m'avait laissé. J'avais fourni l'apport parce qu'Ethan et moi étions censés construire quelque chose ensemble.
Il avait utilisé mon identité pour emprunter sur notre bien. Je suis parti tôt du travail. Le pick-up d'Ethan était dans l'allée quand je suis arrivé. La voiture de Vivien était garée derrière. Il m'attendait dans la cuisine. Une copie imprimée de l'accord de prêt était posée sur la table. Ethan s'est levé quand je suis entré. Nora, laisse-moi t'expliquer. Tu as ouvert une ligne de crédit de 74 000 $ en mon nom. C'est à nos deux noms. Je ne l'ai pas signé. Vivien est restée assise. Tu allais bénéficier de cet argent, a-t-elle dit. Je l'ai regardé. Cela ne fait pas de cette signature la mienne. Ethan a frotté ses paumes contre ses jeans. L'entreprise avait des factures de fournisseurs à payer. Si je ne les payais pas, j'allais perdre 2 chantiers. Alors, tu as imité ma signature. J'allais te le dire quand. Je ne sais pas, quand les choses se seraient stabilisées. Vivien a expiré doucement. Ethan protégeait votre foyer. Il a fait ce qu'il devait faire. Je me suis tourné vers elle. Est-ce vous qui avez préparé la demande? Son expression n'a pas changé. J'ai aidé mon fils à sauver son entreprise. Vous avez utilisé ma pièce d'identité. Ton mari y avait accès. Ce n'était pas une autorisation. Ethan s'est interposé entre nous. Est-ce qu'on peut arrêter de parler comme si j'avais volé un étranger? Nous sommes mariés. C'est encore pire. Il a tressailli. J'ai demandé où était passé l'argent. La majeure partie avait été utilisée pour couvrir les dettes de fournisseurs d'Ethan, des paiements d'équipements en retard et la paie. Plusieurs mille dollars avaient également payé des soldes de cartes de crédit appartenant à Vivien. Quand je l'ai confrontée, elle a qualifié cela de dépenses de ménage. Ce n'en était pas. C'était des soldes de son propre appartement et de ses comptes personnels. Ethan a insisté sur le fait qu'il pourrait tout remplacer une fois que ses prochains chantiers seraient payés. Vivien a dit que signaler une fraude détruirait son entreprise pour une simple histoire de paperasse. Ni l'un ni l'autre ne semblait comprendre que la paperasse en question était un crime. J'ai pris l'accord imprimé et je suis monté à l'étage. Ethan m'a suivi. Pourquoi tu fais ça? Nora, ne transforme pas ça en quelque chose que ce n'est pas, je lui ai fait face. Tu as copié ma pièce d'identité, falsifié ma signature et emprunté sur la maison sans me le dire. Qu'est-ce que tu penses que c'est? Sa peur s'est transformée en irritation. J'ai pris une décision désespérée parce que j'essaie de nous maintenir à flot. Non, tu as pris une série de décisions et tu as caché chacune d'elles. Il m'a fixé, respirant bruyamment. Pour la première fois de notre mariage, j'ai verrouillé la porte de la chambre entre nous. Ce soir-là, j'ai créé un dossier rouge. J'y ai placé des copies des documents de prêt, ainsi que notre relevé hypothécaire original, les instructions pour fraude du prêteur et un historique de chaque transfert que j'avais pu identifier. Puis j'ai tout scanné. J'ai envoyé les fichiers à Maya Chen, ma plus proche amie d'université. Maya travaillait comme travailleuse sociale communautaire. Son travail lui avait appris à reconnaître les formes de contrôle que les familles préféraient qualifier de désaccords privés. Elle m'a appelé en quelques minutes. Es-tu en sécurité? Je suis dans la chambre. Ce n'était pas ma question. J'ai regardé vers la porte verrouillée. Ethan ne m'a jamais frappé. A-t-il déjà pris ton argent sans permission? Non. Ton identité? Pas avant cela. Sa mère t'a-t-elle déjà fait sentir que tu avais besoin de sa permission pour exister dans ta propre maison? Je n'ai rien dit. La voix de Maya s'est adoucie. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te frappe pour prendre le danger au sérieux. J'ai promis d'appeler si les choses changeaient. Elle m'a fait lui renvoyer les coordonnées du prêteur et notre adresse, même celle la connaissait déjà. Avant de raccrocher, elle m'a demandé de venir loger chez elle. J'ai refusé. Je croyais encore qu'Ethan pouvait admettre ce qu'il avait fait. Je pensais que la bonne combinaison de preuves, de patience et de conséquences pourrait faire revenir l'homme qui avait autrefois réparé ma voiture sur un parking gelé. C'était ma plus vieille erreur. Je continuais de croire que si j'expliquais clairement le préjudice, la personne qui le causait deviendrait celle qui l'arrêterait. Le lendemain matin, j'ai cherché nos documents de clôture originaux. Ils n'étaient plus dans le classeur du bureau où je les conservais. J'ai cherché au sous-sol, dans la chambre d'amis, et enfin dans le placard du couloir que Vivien s'était approprié. Derrière une pile de ces dossiers, j'ai trouvé une petite boîte en métal fermée à clé.
La clé était rangée dans le bureau où Vivien gardait les tampons commerciaux d'Ethan. À l'intérieur se trouvaient les documents de clôture. Mais ce n'étaient pas les seuls documents présents. Un paquet d'enveloppes se trouvait en dessous, attaché par un vieil élastique. Chaque enveloppe était adressée à Ethan. L'expéditeur était Samuel Mercé. J'ai reconnu le nom immédiatement. Samuel était le père d'Ethan. Selon Vivien, il avait été un alcoolique violent qui avait disparu quand Ethan avait 8 ans. Elle disait qu'il n'avait jamais payé de pension, n'avait jamais appelé et n'avait jamais cherché à voir son fils. Quand Ethan avait 17 ans, Vivien lui avait dit que Samuel était mort d'une insuffisance hépatique. Cette histoire était devenue un fait central au sein de la famille Mercé. Ethan parlait rarement de son père, mais quand il le faisait, sa colère portait la finalité de la mort. Les enveloppes entre mes mains couvraient plus d'une décennie. La plupart n'étaient pas ouvertes. Certaines portaient la mention « refusé ». D'autres avaient été renvoyées sous prétexte que le destinataire avait déménagé, bien qu'Ethan et Vivien aient vécu à la même adresse durant toutes ces années. Sous les lettres se trouvaient des copies de mandats postaux et de reçus du tribunal, des pensions alimentaires, des paiements réguliers. Je m'assis sur le sol et ouvris l'une des enveloppes déjà déchirées dans un coin. La lettre ne demandait pas de pardon. Elle ne rejetait pas la faute sur Vivien. Elle disait que l'auteur était sobre depuis 3 ans. Elle reconnaissait qu'Ethan avait tout à fait le droit d'être en colère. Elle demandait seulement s'il pouvait envoyer une autre lettre pour le prochain anniversaire d'Ethan. L'enveloppe avait été retournée. J'ai cherché un certificat de décès dans la boîte. Il n'y en avait aucun. Cette nuit-là, après que Vivien et Ethan se furent endormis, j'ai fait des recherches dans les registres publics. Aucune notice nécrologique ne correspondait à la date que Vivien nous avait donnée. Aucun enregistrement de décès n'apparaissait sous le nom complet de Samuel. Ce que j'ai trouvé à la place, c'était une inscription d'entreprise active pour un garage de réparation de flotte de véhicules à Superior, dans le Wisconsin. Le nom de famille du propriétaire était Mercé. J'ai fixé le numéro de téléphone pendant près d'1 heure avant d'appeler. Un homme plus jeune a répondu. J'ai demandé si le propriétaire du garage était disponible. Qui dois-je annoncer? Nora Mercé. Un silence a suivi. Puis l'homme m'a demandé mon numéro. 20 minutes plus tard, mon téléphone a sonné depuis un numéro masqué. La voix à l'autre bout du fil était plus âgée et méfiante. Comment connaissez-vous ce nom? J'ai trouvé des lettres adressées à mon mari. Un autre silence. Votre mari est Ethan? Ma main s'est serrée autour du téléphone. Oui. L'homme a expiré lentement. Qu'est-ce que Vivien vous a raconté? Que la personne qui avait écrit ces lettres était morte il y a 18 ans. Il n'a pas répondu immédiatement. Quand il a enfin parlé, sa voix avait changé. Vivien a raconté beaucoup d'histoires. Certaines ont commencé par la vérité. C'est tout ce qu'il a voulu dire lors de ce premier appel. Il n'a pas demandé à parler à Ethan. Il n'a pas exigé de savoir où nous habitions. Il m'a demandé si j'étais en sécurité, si Vivien savait que j'avais trouvé les lettres et si Ethan les avait déjà vues. Je lui ai dit que non. Avant de raccrocher, il a dit quelque chose que je n'attendais pas, ne me faites pas confiance simplement parce que ces lettres existent. J'ai donné de réelles raisons à Vivien de me craindre autrefois. Au cours des jours suivants, nous nous sommes parlé 2 fois de plus. L'homme a admis que l'alcool avait contrôlé sa vie pendant l'enfance d'Ethan. Il avait conduit en état d'ivresse. Lors de sa dernière confrontation avec Vivien, il avait brisé une partie d'une porte alors qu'Ethan était à l'intérieur de la maison. Vivien avait obtenu la garde exclusive et une ordonnance de protection temporaire. Il ne contestait rien de tout cela. J'étais dangereux, a-t-il dit. Pas tous les jours, pas de toutes les manières, mais suffisamment pour qu'il mérite d'être protégé. 3 ans plus tard, il était devenu sobre. Il avait payé la pension ordonnée par le tribunal et avait commencé à envoyer des lettres par les voies autorisées. La plupart sont revenus. Quand Ethan est devenu adulte, l'homme a réessayé. Celles-là sont également revenues. Pourquoi n'êtes-vous pas allé le chercher, ai-je demandé. Parce que la honte peut ressembler beaucoup au respect quand on est la personne qui se cache derrière. Il me dit qu'il avait cru qu'Ethan ne voulait aucun contact. Je ne lui ai pas parlé du prêt au début. Mais quand j'ai mentionné que Vivien avait caché des documents financiers avec ses lettres, il est devenu silencieux.
J'ai organisé une rencontre avec lui dans un lieu public le vendredi matin. Il a dit qu'il apporterait les dossiers originaux de pension alimentaire et chaque lettre retournée qu'il avait conservée. Une tempête était attendue le jeudi soir. Comme le pont entre Supérieur et Duluth pouvait devenir dangereux, et a réservé un motel de mon côté de la ville plutôt que de risquer de manquer le rendez-vous. J'ai dit à Maya où nous avions prévu de nous rencontrer. Puis j'ai pris une précaution de plus. Si Ethan ou Vivien découvraient ce que je faisais et que je ne me sentais pas en sécurité, j'enverrais 2 mots au numéro masqué, dossier rouge. C'était assez simple à taper rapidement et assez précis pour que le destinataire comprenne. Le plan me semblait excessif lorsque je l'ai conçu. 2 nuits plus tard, il m'a sauvé la vie. Le jeudi matin, la spécialiste des fraudes du prêteur a appelé. Elle avait terminé l'examen préliminaire. La demande électronique présentait des irrégularités, mais elle avait encore besoin de ma déclaration écrite et signée sous serment avant 9 h le lendemain matin. Si vous confirmez que la signature est la vôtre, a-t-elle expliqué, le compte peut être traité comme une dette conjointe autorisée. Et si je confirme qu'elle ne l'est pas? Nous transmettons les documents pour une enquête officielle. Ethan risquait des poursuites pénales. Vivien aussi. Je comprenais pourquoi cette date limite les effrayait. Je comprenais aussi que c'était eux qui l'avaient créée. J'ai dit à la spécialiste que je soumettrais la déclaration avant 9 h. Cet après-midi-là, Ethan m'a appelé 6 fois pendant que j'étais au travail. Je n'ai pas répondu. Vivien m'a envoyé un message me demandant de rentrer directement à la maison car le temps se dégradait. Au moment où j'ai atteint notre quartier, la neige avait commencé à recouvrir la route. Le pick-up d'Ethan était garé de travers dans l'allée. À l'intérieur de la maison, toutes les lumières du rez-de-chaussée étaient allumées. Une seule page attendait sur la table de la cuisine. C'était une déclaration confirmant que j'avais sciemment autorisé le prêt. Vivien avait placé un stylo à côté. Ethan se tenait près du comptoir. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. Nous devons régler cela ce soir. J'ai retiré mes gants lentement. Il n'y a rien à régler. Si tu soumets cette déclaration sous serment, les enquêteurs vont commencer à appeler des clients. Ils vont enquêter parce que tu as imité ma signature. J'ai emprunté de l'argent sur notre maison pour sauver mon entreprise. Tu as aussi payé la dette de ta mère. Vivien s'est assise en face de la déclaration non signée. Cet argent m'a permis de rester disponible pour vous aider tous les deux. Vous aviez un appartement réparé. Sa bouche s'est crispée. Il ne s'agit pas de l'endroit où je vis. Non, il s'agit de vous qui décidez que tout ce qui m'appartient vous appartient aussi. Ethan a frappé le comptoir du tranchant de la main. Arrête de l'attaquer. Je l'ai fixé. Elle a aidé à falsifier mon nom. Elle m'a aidé. Ce n'est pas une défense. Le vent poussait la neige contre les fenêtres. Quelque part dehors, un chasse-neige raclait la route principale. Vivien a poussé le papier vers moi. Signe-le. L'entreprise survit. Ta maison reste payée. Et ton enfant naît dans une famille stable. Mon enfant est déjà au sein d'une famille instable. Le visage d'Ethan a changé. Ne dis pas ça. Alors, prouve-moi que j'ai tort. Dis-moi que tu n'as pas falsifié ma signature. Dis-moi que ta mère n'a pas utilisé l'argent. Dis-moi que tu aurais avoué si le prêteur ne m'avait pas contacté. Ses yeux se sont détournés. Vivien a répondu à sa place, les familles survivent parce que quelqu'un est prêt à prendre des décisions difficiles. Enki a décidé que je devais en subir les conséquences. Tu es sa femme. Cela ne fait pas de moi une victime collatérale. J'ai posé mon sac à main sur la table et j'ai sorti mon téléphone. Ethan m'a surveillé. Qui appelles-tu? Personne pour l'instant. J'ai ouvert mes messages sous la table et j'ai tapé 2 mots, dossier rouge. Le message s'est affiché comme distribué. J'avais à peine abaissé le téléphone qu'Ethan me l'a arraché des mains. Rends-moi ça. À qui as-tu envoyé un message? Cela ne te regarde pas, je suis ton mari et je suis la personne dont tu as volé l'identité. Vivien s'est levé. Nora, baisse d'un ton. J'ai presque ri. L'absurdité de recevoir l'ordre de rester poli alors qu'ils exigeaient que je légitime un crime a fini par briser ma peur. Non, c'était un seul mot, mais toute la pièce a changé. J'ai tendu la main pour récupérer mon téléphone. Ethan l'a écarté. Signe d'abord la déclaration.
Tu ne peux pas retenir mes affaires tant que je n'ai pas signé. Alors arrête d'agir comme si nous étions des étrangers. Je me suis dirigé vers l'entrée. Je m'en vais. Vivien s'est interposé entre moi et le placard. Tu ne sortiras aucun document de cette maison. Les documents sont déjà sauvegardés ailleurs. Pour la première fois ce soir-là, elle a eu l'air effrayée. Où ça? Je n'ai pas répondu. Ethan m'a attrapé le bras. Sa prise était assez forte pour me stopper. Lâche-moi. Nous allons terminer cette conversation. Tu me fais mal. Ses doigts se sont desserrés, mais Vivien ouvrait déjà la porte d'entrée. Le vent poussait la neige sur le plancher. Elle a regardé Ethan. Si elle veut se comporter comme si elle ne faisait pas partie de cette famille, qu'elle comprenne ce que cela signifie. Je me suis dirigé vers mes bottes. Vivien les a repoussées d'un coup de pied plus profondément sous le banc. Ethan m'a saisi par les deux bras. Je me suis dégagé d'une secousse. Ne me touche pas, il avait l'air terrifié. Non pas de me faire du mal, mais de ce qui se passerait si je partais sans signer. J'ai juste besoin de temps jusqu'au matin, a-t-il dit. Tu as eu des mois pour me dire la vérité. Il m'a poussé de l'autre côté du seuil. La porte s'est refermée bruyamment derrière moi. C'est ainsi que je me suis retrouvé sur le porche où cette histoire a commencé. Les coups, la fenêtre, le visage d'Ethan derrière la vitre, la main de Vivien sur son bras. Je vous ai déjà raconté ces moments-là. Ce que je ne savais pas en m'effondrant, c'était que mon message était parvenu au motel situé à 6 km de là. L'homme que je devais rencontrer a vu les mots « dossier rouge » et a immédiatement appelé les secours. Il s'est dirigé vers la maison tout en restant en ligne avec le répartiteur. Je ne me souviens pas de son arrivée sur le porche. Mon premier souvenir clair après le bruit du pêne dormant fut la voix d'un homme me disant qu'une ambulance arrivait. Un manteau avait été posé sur moi. Quelqu'un me soutenait la tête pendant que le vent projetait de la neige contre nous. J'ai essayé de poser des questions sur mon bébé, mais mes dents claquaient trop violemment. Les secours sont là, a dit l'homme. Reste avec moi. Des gyrophares rouges vacillaient sur la neige. Les ambulanciers m'ont hissé sur une civière. L'un d'eux a demandé depuis combien de temps j'étais dehors. Je ne savais pas. L'homme a répondu qu'il m'avait trouvé inconsciente et que les personnes à l'intérieur n'avaient pas ouvert la porte. Un policier s'est dirigé vers la maison pendant que l'équipe de l'ambulance me soignait. Ethan n'est pas sorti. Vivien non plus. À l'hôpital, les infirmières ont retiré mes vêtements mouillés et m'ont couverte de couvertures chauffantes. Des moniteurs ont été placés sur mon abdomen. Pendant plusieurs secondes insoutenables, la pièce est restée silencieuse, à l'exception des bruits de réglage des appareils. Puis le rythme cardiaque de ma fille a rempli l'espace, vaste, régulier, bien vivant. J'ai fermé les yeux et j'ai pleuré. L'exposition au froid avait déclenché des contractions, mais elles se sont calmées avec la chaleur et les fluides. Mon obstétricienne m'a dit que le bébé semblait stable. Elle voulait me garder en observation pendant plusieurs heures et m'a averti de revenir immédiatement si les contractions reprenaient. Une policière a pris ma déposition depuis le bord de mon lit d'hôpital. Je lui ai parlé du prêt, de la déclaration non signée, d'Ethan qui m'avait pris mon téléphone, de Vivien qui bloquait mon manteau et mes bottes, et du pêne dormant. Vous ont-ils vu tomber? Oui. En êtes-vous sûr? Je les regardais à travers la fenêtre. La policière l'a noté. Maya est arrivée peu après minuit. Elle a jeté un regard vers moi sous mes couvertures chauffantes et a plaqué ses deux mains sur sa bouche. Puis elle a traversé la pièce et m'a serré doucement dans ses bras. J'aurais dû partir plus tôt, ai-je chuchoté. Non, a-t-elle dit. Il n'aurait jamais dû faire ça. L'homme du porche est resté dans le couloir. Il n'a pas cherché à entrer avant que je ne le lui demande. Quand il est entré, il est resté près de la porte. Il avait la soixantaine, les épaules larges, des cheveux argentés et des mains marquées par des décennies de travail mécanique. De la neige fondue assombrissait les épaules de son manteau. « Vous avez reçu le message ?» ai-je dit. Il a hoché la tête. « Est-ce qu'ils vous ont vu ?»« Pas encore. » J'ai regardé le bracelet d'hôpital autour de mon poignet. Mes médicaments, mes papiers d'identité, mon ordinateur de travail et tous les vêtements que je possédais étaient encore à l'intérieur de la maison. Le dossier rouge physique s'y trouvait aussi, bien que Maya possède les copies électroniques. La policière a expliqué que,
comme j'étais copropriétaire de la maison, la police pouvait m'accompagner pour récupérer mes effets essentiels. Elle m'a conseillé de ne pas y retourner seul et de ne pas rester dans la maison. L'hôpital m'a laissé sortir peu après 3 heures avec des instructions strictes et un autre examen planifié. Avant d'aube, 2 policiers nous ont raccompagnés en voiture à la maison. Maya suivait dans sa propre voiture. L'homme qui m'avait trouvé était assis à ses côtés. La neige couvrait encore le porche à mon retour. L'empreinte de mon corps était encore visible là où j'étais tombé. Un policier a frappé pendant près d'1 minute. Personne n'a répondu. Puis la lumière du couloir s'est allumée. Le peine dormant a tourné. Ethan a ouvert la porte, portant les mêmes vêtements que plus tôt. Ses yeux se sont d'abord posés sur les policiers, puis sur moi. Enfin, il a vu l'homme debout à mes côtés en haut des marches. Ethan s'est arrêté de respirer. J'ai vu la reconnaissance envahir son visage. Il connaissait ce visage grâce aux rares photographies d'enfance que Vivien n'avait pas réussi à détruire. L'homme à mes côtés était Samuel Mercé. Le père d'Ethan. L'homme que Vivien avait déclaré mort 18 ans plus tôt. Le visage d'Ethan s'est vidé de sa couleur. Derrière lui, Vivien est entré dans le couloir. Au moment où elle a vu Samuel, elle a hurlé. Ce n'était pas du chagrin. C'était de la reconnaissance aiguisée par la terreur. « Toi » a-t-elle dit. Samuel n'a pas bougé vers elle. « Oui. » Ethan a agrippé le cadre de la porte. « Papa. » L'expression de Samuel s'est crispée, mais il est resté là où il était. « Je ne suis pas là pour t'imposer quoi que ce soit. » Vivien a été la première à se reprendre. « Faites-le sortir de ma propriété. » Un policier l'a regardé. Cette résidence appartient conjointement à Nora et Ethan Mercé. Nous sommes ici pour que Madame Mercé puisse récupérer ses affaires de première nécessité. Vivien a pointé Samuel du doigt. Il est dangereux. La voix de Samuel est restée calme. Je reste dehors. Tu es censé être mort. Ethan s'est tourné vers sa mère. Cette phrase a résonné plus lourdement que l'apparition de Samuel. Censé être. Le visage de Vivien s'est figé. Je suis entré par la porte avec un policier. La maison était chaude. Cela n'aurait pas dû avoir d'importance, mais cela en avait. La chaleur a effleuré ma peau alors que de la neige restait sur mes chaussures d'emprunt, et pendant un instant, j'ai à peine pu bouger. Ethan a tendu la main vers moi. Le policier s'est interposé entre nous. « Nora, s'il te plaît » a dit Ethan. « Je ne savais pas que tu t'évanouirais. Tu m'as regardé. J'allais ouvrir la porte. Tu l'as verrouillée. C'est ma mère. Tu as tourné le peine dormant. » Il a regardé le sol. C'est à ce moment précis que j'ai compris qu'il essaierait de diviser la responsabilité sans jamais accepter la sienne. Vivien nous a suivis à l'étage, s'opposant à chaque article que je plaçais dans mon sac, mes médicaments, mes papiers d'identité, mon ordinateur portable de travail, plusieurs rechanges, mes dossiers prénataux. Le policier lui a ordonné à plusieurs reprises de reculer. Quand j'ai cherché le dossier rouge, il avait disparu. Vivien a affirmé ne l'avoir jamais vu. Je n'ai pas discuté. Maya en avait les copies. En bas, Ethan est resté près de la porte ouverte, fixant Samuel. Aucun des 2 hommes ne s'est approché de l'autre. Quand j'ai sorti mon sac, Samuel s'est écarté pour que je puisse passer sans me sentir encerclé. Il ne se comportait pas comme un père revenant pour réclamer sa place. Il se comportait comme un homme qui comprenait qu'il avait renoncé au droit d'en exiger une. Je suis resté à l'appartement de Maya après avoir quitté la maison. Au lever du soleil, la tempête s'était calmée. Samuel s'est assis en face de nous à la table de la cuisine de Maya, avec une mallette de documents usés posée à côté de lui. Il l'a ouverte lentement. À l'intérieur se trouvaient les copies de chaque paiement de pension alimentaire qu'il avait effectué, les correspondances du tribunal, ses rapports de sobriété et des dizaines de lettres retournées. Il n'a pas commencé par se défendre. Il a commencé par la nuit où Vivien l'avait quitté. J'étais ivre, a-t-il dit. J'avais conduit avec Ethan dans le pick-up plus tôt cette semaine-là. Vivien m'a confronté et j'ai cassé une partie de la porte. Je ne les ai jamais frappés, mais cela ne veut pas dire qu'ils étaient en sécurité. Il a décrit l'ordonnance de garde et les restrictions temporaires. Vivien avait eu raison de partir. Cette vérité comptait.
3 ans plus tard, Samuel a terminé son traitement et a consolidé sa sobriété à long terme. Il a commencé à payer régulièrement la pension alimentaire. Lorsque les restrictions ont permis des communications écrites, il a envoyé des lettres. Vivien les a renvoyées. Parfois, elle y inscrivait « refusé ». Parfois, elle affirmait qu'Ethan n'habitait plus à cette adresse. Quand Ethan est devenu majeur, Samuel lui a envoyé des lettres directement. Celles-là ont également été renvoyées. « Pourquoi n'êtes-vous pas allé à la maison ?» a demandé Maya. Par lâcheté, par honte. Je me disais que je respectais son choix, parce que cela faisait moins mal que d'admettre que j'avais peur qu'il me rejette en face. Il ne m'a pas demandé de convaincre Ethan de quoi que ce soit. Il m'a donné ses dossiers parce que la dissimulation de Vivien établissait un schéma comportemental pertinent pour ce qu'elle avait fait avec le prêt. Avant de partir, il m'a demandé s'il devait rester dans les parages. Oui, ai-je dit, mais pas parce que vous êtes le père d'Ethan. Il a hoché la tête. Parce que vous étiez un témoin sur le porche. Cela suffit. Après le départ de Samuel, je me suis souvenu de la caméra de la sonnette. Ethan et moi l'avions installée ensemble. Bien qu'il contrôle habituellement les paramètres de sécurité, le compte cloud me reconnaissait toujours comme administratrice. J'ai ouvert l'application. La séquence commençait au moment où la porte d'entrée s'est ouverte. On y voyait Ethan me serrer les bras. On y voyait Vivien debout près du placard. Le microphone m'a enregistré disant à Ethan de ne pas me toucher. Il a enregistré la déclaration de Vivien selon laquelle je devais comprendre ce que signifiait rejeter la famille. Puis Ethan m'a poussé dehors. La porte s'est refermée. La caméra m'a enregistré demandant mon manteau. Elle m'a enregistré suppliant Ethan de penser au bébé. La fenêtre de devant apparaissait au bord du cadre. La silhouette d'Ethan restait visible. Quand je suis tombé contre les marches, Vivien a fermé le rideau. Quelques secondes plus tard, le microphone de la caméra a capturé le bruit du pêne dormant. J'ai envoyé la séquence à l'officier chargé de l'enquête. Puis je l'ai sauvegardée dans 3 endroits différents. L'enquête du prêteur a progressé rapidement après cela. Les enregistrements électroniques montraient que ma pièce d'identité avait été téléchargée avec la demande d'Ethan. L'autorisation falsifiée avait été soumise via le même système d'exploitation que Vivien utilisait pour gérer ses comptes. Les historiques de transfert reliaient le prêt aux dettes de fournisseurs d'Ethan et au solde personnel de Vivien. La disparition du dossier rouge de la maison n'avait plus d'importance. Chaque document important existait déjà là où il ne pouvait pas l'atteindre. Un juge m'a accordé une ordonnance de protection temporaire et l'usage exclusif de la maison. Je n'y ai pas réemménagé immédiatement. Je ne pouvais pas regarder la fenêtre de devant sans y voir 2 silhouettes derrière. Ethan a reçu l'ordre de rester à l'écart. Vivien a eu l'interdiction de me contacter directement. Elle a essayé de passer par des proches à la place. Ils m'ont appelé pour me dire qu'elle avait paniqué. Ils ont dit que l'apparition de Samuel avait rouvert de vieux traumatismes. Ils m'ont rappelé que l'entreprise d'Ethan employait d'autres personnes et qu'une enquête pénale affecterait plus que notre mariage. J'ai donné la même réponse à chaque appel, l'enquête existe à cause de ce qu'Ethan et Vivien ont fait, pas parce que je refuse de le cacher. Ethan a laissé des messages vocaux depuis des numéros que je ne reconnaissais pas. Dans le premier, il s'excusait. Dans le deuxième, il s'expliquait. Dans le troisième, il rejetait la faute sur Vivien. Elle n'arrêtait pas de dire que tu rentrerais si nous attendions. J'avais peur. Je ne réfléchissais pas. Mais la vidéo le montrait en train de réfléchir. Elle le montrait regardant à travers la fenêtre. Elle le montrait marchant vers la porte. Elle enregistrait le choix qu'il avait fait en l'atteignant. Lors d'une réunion menée par l'intermédiaire de nos avocats, Ethan a pleuré. Il a avoué avoir falsifié ma signature. Il a avoué m'avoir pris mon téléphone. Il a avoué m'avoir forcé à sortir. Puis il a prononcé la phrase qui a mis fin à la moindre incertitude qui me restait, je n'ai jamais voulu que tout cela se produise. Pendant des années, ce genre de déclaration m'aurait touché. Je me serais concentré sur l'intention, car l'intention laissait de la place au pardon. Cette fois, je me suis concentré sur les décisions. Tu n'as peut-être pas voulu les conséquences, ai-je dit, mais tu me voulais assez effrayé pour signer. Il a baissé la tête. Je peux changer. L'espoir est apparu sur son visage. J'ai terminé avant qu'il ne puisse mal comprendre, en revanche,
tu ne t'entraîneras pas à changer sur moi ou sur notre fille. J'ai demandé le divorce. Le prêteur a confirmé que mon autorisation avait été falsifiée et m'a déchargé de cette obligation frauduleuse. La dette restante a été intégrée aux procédures pénales et financières contre Ethan et Vivien. L'entreprise d'Ethan s'est effondrée. Plusieurs chantiers ne survivaient déjà que grâce à de l'argent emprunté. Une fois les comptes gelés et la fraude rendue publique, les fournisseurs ont cessé de lui accorder du crédit. Sa licence d'entrepreneur a fini par expirer et Mercer Home Rénovation a fermé ses portes. Ethan a plaidé coupable de contrefaçon et d'une accusation de violence domestique connexe. Il a purgé une peine de prison de comté suivie d'une mise à l'épreuve. Le tribunal a exigé une restitution financière, une thérapie individuelle et un programme d'intervention certifié avant qu'il ne puisse demander à élargir ses contacts avec notre enfant. Vivien a continué à nier sa responsabilité plus longtemps qu'Ethan. Elle affirmait qu'elle avait simplement préparé de la paperasse et essayé de calmer une dispute conjugale. Les enregistrements électroniques, les transferts de fonds, l'audio de la sonnette et son comportement lors de mon expulsion l'ont contredite. Elle a subi des conséquences juridiques pour son rôle dans la fraude financière et l'agression. Elle a été condamnée à payer des réparations et est restée soumise à l'ordonnance de non-contact me protégeant, moi et Clara. La maison a été vendue pendant le divorce. Une partie de moi a éprouvé du chagrin en signant l'acte de vente. L'argent de ma mère avait aidé à l'acheter. J'avais imaginé ramener ma fille à la maison par cette porte d'entrée. Mais la bâtisse avait cessé de représenter la sécurité bien avant que je la quitte. Le règlement a protégé mon apport et a empêché le prêt frauduleux de me suivre dans ma prochaine maison. Ethan et Samuel ont finalement accepté de se rencontrer lors d'une réunion de médiation. Je n'y ai pas assisté. Plus tard, Samuel ne m'a dit que ce que j'avais besoin de savoir. Il a donné à Ethan les lettres retournées. Il a admis son alcoolisme, sa conduite en état d'ivresse, la porte brisée et les années où Ethan avait eu besoin d'un père qui n'était pas capable de l'être. Il n'a pas utilisé les mensonges de Vivien pour effacer ses propres échecs. Ethan a demandé pourquoi il ne s'était pas battu davantage. Samuel a répondu honnêtement, il avait honte. La rencontre n'a pas créé un pardon instantané. Elle n'a pas restauré 18 années perdues, mais Ethan est reparti avec une version de son histoire qui n'appartenait plus entièrement à Vivien. 2 mois après la tempête, j'ai commencé à avoir les douleurs de l'accouchement. Maya est restée avec moi toute la nuit. Quand l'infirmière a posé Clara contre ma poitrine, j'ai compté chacun de ses doigts et j'ai regardé le lent soulèvement de son dos sous la couverture. Pendant des mois, j'avais cru que lui donner une famille signifiait préserver mon mariage. En la serrant dans mes bras, j'ai enfin compris que ma responsabilité n'avait jamais été de maintenir tous les adultes ensemble. Ma responsabilité était de construire une vie dans laquelle on ne lui apprendrait jamais que l'amour exige de sacrifier sa sécurité. Les premières visites d'Ethan avec Clara ont été supervisées. Il a respecté les règles car les enfreindre auraient mis fin aux visites. Que cette conformité se transforme en un changement sincère restait de sa responsabilité. Je ne lui ai pas promis de pardon. Je n'ai pas non plus promis le pardon de Samuel au nom d'Ethan. La relation de Samuel avec Clara s'est développée avec prudence. Il appelait avant de venir. Il acceptait un refus sans argumenter. Il ne s'est jamais présenté comme l'homme qui nous avait sauvés. Quand je l'ai remercié d'être venu sur le porche, il m'a corrigé, « Tu as envoyé le message. » J'y ai répondu. Cette distinction comptait. Maya est restée la personne que j'appelais quand Clara avait sa première fièvre, quand je me sentais dépassé, et quand le silence de la vie de mère célibataire devenait plus lourd que prévu. Elle m'a soutenu sans jamais chercher à prendre le contrôle. C'est ainsi que j'ai appris la différence entre l'aide et le contrôle. L'hiver suivant, Clara et moi vivions dans une maison plus petite, à plusieurs kilomètres de l'ancien quartier. Elle n'avait pas la grande fenêtre de devant ni le grand escalier que j'avais tant aimé autrefois. La chambre de bébé était petite. Mon bureau partageait l'espace avec la table à manger, mais chaque facture portait mon autorisation. Chaque clé appartenait à quelqu'un en qui j'avais confiance. Quand la première grosse tempête de neige a commencé à tomber, je me tenais près de la nouvelle porte d'entrée avec Clara endormie contre mon épaule. Pendant un instant, le vent contre la vitre m'a ramené sur le porche. Je me suis souvenu du froid sous mes pieds. Je me suis souvenu du visage d'Ethan derrière la fenêtre. Je me suis souvenu du bruit du pêne dormant qui glissait en place. Puis Clara a bougé dans mes bras. J'ai regardé autour de la pièce silencieuse et j'ai tourné le nouveau verrou.
Le son était différent à présent. Personne n'était puni. Personne n'était enfermé dehors. La porte était verrouillée parce que Clara et moi étions en sécurité à l'intérieur, et parce qu'enfin, j'avais compris que la sécurité n'était pas une promesse qu'une autre personne me faisait. C'était quelque chose que j'avais le droit de choisir.